ça va filer droit. Alice, l'antenne est à toi. Ah, mais je croyais que tu me lançais, moi, pardon. Bon, bonjour à tous. Nous voici donc, bons Français que nous sommes, réunis pour parler de vin et de fromage. Et me voilà au milieu de ces réjouissances chargées de vous parler de droit. Nous sommes Français, tellement fiers de l'être que notre vin, notre fromage et plus largement notre gastronomie sont inscrits depuis novembre 2010 au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est la première fois que des traditions culinaires sont inscrites sur cette liste. Maintenant, on a la cuisine mexicaine, le régime méditerranéen et le pain d'épices de Croatie du Nord. C'est une inscription qui tente à la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Bref, autour du fromage et du vin, vous parlez de sensations. Sensations qui, attachées au plus profond de notre être, n'appartiennent qu'à nous et qui relèvent de notre plus fondamentale liberté. Elles échappent au droit, en tout cas dans une démocratie. La question que je me pose, c'est comment vous parler de sensations et des sensations que nous procurent le vin et le fromage à travers un prisme juridique. C'est une délicate affaire, mais j'ai une idée. Pourquoi ne pas le faire à travers une dégustation virtuelle, certes, mais pourquoi pas savoureuse. Passons sans attendre à la première étape. Prenons notre produit en main. Comment le qualifier ? Nous avons en main un produit consommable sur lequel nous pouvons exercer un pouvoir. Nous pouvons le détruire. Ça lui plaît, vous avez vu son jingle. Oui, c'est vrai. Nous pouvons le détruire, le consommer, le vendre, etc. Il s'agit donc d'objets de droit et plus précisément de biens. Le droit français catégorise les biens en plusieurs catégories. Nous pouvons donc affirmer que notre vin et notre fromage sont des biens meubles, par opposition aux immeubles, corporels, parce que nous pouvons les toucher. La question se pose maintenant de savoir s'il s'agit de choses de genre ou de corps certains. Nous devons pour cela nous intéresser à leur fongibilité. La fongibilité, c'est quand quelque chose est interchangeable ou facilement transmissible. Il s'agit de choses de genre. Les choses fongibles, ce sont des choses de genre, qui par définition ne sont pas uniques et peuvent être remplacées. Donc, malgré que la déliciosité de notre fromage et notre vin, ce sont des choses de genre. Lorsque vous achetez un certain nombre de bouteilles, voire de cartons de Châteauneuf-du-Pape, vous avez choisi le genre, mais non la chose en elle-même. Parmi l'ensemble des bouteilles de Châteauneuf-du-Pape proposées, vous avez choisi le producteur et l'année, mais pas la bouteille. Pareil pour le fromage. Quoique, cette appréciation peut sans doute changer. Si l'on parle d'un Château-Latour 1855 que vous alléguez votre grand-mère, on peut argumenter qu'il est unique à vos yeux et qu'il s'agit donc non d'un bien fongible, mais d'un corps certain. Continuons notre dégustation. Que pouvons-nous dire de la robe du vin ou de l'aspect extérieur de notre fromage ? Référons-nous ici au droit des appellations d'origine et autres indications de provenance. La forme et l'aspect des fromages sont bien encadrés, étant intimement liés au procédé de fabrication. La forme, c'est l'une des caractéristiques du produit qui sert à l'identifier. On trouve le même raisonnement, par exemple, pour la forme des bouteilles de vin. On peut citer, par exemple, le talon concave du Beaufort, qui est protégé par un arrêté de 2001, ou la forme de la bouteille de vin d'Alsace, qui est protégée par un très vieil arrêté de 1975. Et d'ailleurs, pour le vin, la couleur et la limpidité entrent dans les conditions d'obtention d'un AOP ou d'un AOC, et donc elles font l'objet d'un contrôle. C'est également le cas de l'odeur, transition parfaite pour continuer notre dégustation et aborder maintenant le nez du vin et l'odeur du fromage. Comme je vous l'ai dit, ils font l'objet d'une protection et donc contribuent à l'identification des produits. Donc, le maroilles ne pourrait pas être le maroilles sans son odeur de pied pas lavé depuis 15 jours. Mais attention tout de même à ne pas abuser de l'odeur du maroilles et à ne pas importuner vos voisins. Car en effet, les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un trouble anormal du voisinage. C'est un cas, par exemple, dans la Cour de cassation, dans un arrêt de 2004. Donc, les troubles anormaux du voisinage peuvent donner lieu à sanction par les tribunaux civils. Sur ces bonnes paroles, et maintenant que j'ai émoustillé vos papilles, poursuivons notre dégustation et parlons de goût. La bouche du vin et la saveur du fromage, ce sont les sensations auxquelles on s'attache probablement le plus. Et c'est sans doute aussi celles qui échappent le plus au droit. Bon, je ne vais pas vous reparler de protection, et dans le droit, j'ai eu du mal à trouver un lien avec le goût. Mais j'ai une idée un peu fictionnelle. On sait qu'une personne qui tenterait d'en empoisonner une autre pourrait être sanctionnée pénalement et civilement. Mais que dire d'une personne qui, par exemple, a détesté la nourriture qui lui a été servie à un restaurant alors qu'elle s'attendait à un délice ? On peut imaginer
mais heureusement c'est encore purement fictif, qu'elle s'estime victime d'un préjudice qu'elle voudrait faire réparer devant les tribunaux. En France, c'est encore imaginaire, mais pas partout. Avant de terminer notre dégustation, dernière étape et pas des moindres, parlons d'abus et d'ébriété. Comme je n'ai pas énormément de temps, je vous ai trouvé un morceau choisi. Est-ce que vous savez que dans les années 70, l'état d'ébriété était considéré comme une circonstance atténuante lorsque vous commettiez un crime ou un délit? En gros, lors d'un procès, lorsque le prévenu était accusé d'avoir brûlé la maison de son voisin, kidnappé sa femme, embouté 12 voitures en essayant de se rendre au bar du coin, s'il disait au juge « C'est pas de ma faute, monsieur le juge, j'étais bourré », la sentence était plus clémente. Depuis 1991, la tendance est inverse. La consommation d'alcool par le prévenu ou par la victime est une circonstance aggravante pour l'agresseur. Et voilà, c'est la fin. Tu voulais me couper, Laura ? Merci Alice. Non, non.